Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. La deuxième conférence mondiale de l'Internet se tient du 16 au 18 décembre dans la ville de Wuzhen en Chine. La journée internationale de lutte contre la corruption est l'occasion de faire le bilan des efforts pris par la Chine pour lutter contre ce fléau. Depuis la destruction du bombardier russe par la Turquie, les tensions ne cessent de croître entre Ankara et Moscou. Le nord de la Chine est toujours en état d'alerte à la pollution, une situation qui devrait se poursuivre dans les jours qui viennent. L'économie chinoise reste poussive malgré un regain de la demande intérieure le mois dernier. Et à la une de l'actualité, la ville de Wuzhen, située dans l'est de la Chine, accueillera la deuxième conférence mondiale de l'Internet du 16 au 18 décembre prochain. Le président chinois Xi Jinping participera à l'événement. Il prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Les autorités provinciales et les dirigeants du bureau d'État en charge de l'information sur Internet ont publié les détails sur la conférence lors d'un point presse. Ils ont indiqué que les travaux de préparation sont désormais achevés. Le thème de l'édition de cette année est la construction d'une communauté cyberespace au destin commun. Plus de 2000 invités venant de plus de 120 pays et régions du monde participeront à l'événement. Par ailleurs, une dizaine de dirigeants de plus de 20 grandes organisations internationales seront également présents. Une application spéciale ainsi qu'un système informatique en nuage ont été créés pour couvrir l'ensemble des thèmes de cette deuxième édition, dont le contenu a été significativement enrichi. À côté des cérémonies d'ouverture et de clôture, il y aura 10 forums couvrant 22 sujets les plus importants du moment, tels que la diffusion de la culture Internet, le développement de l'innovation, la coopération de l'économie digitale, les standards technologiques et la cybergouvernance. Enfin, une exposition nommée « À la lumière d'Internet » dressera le portrait complet des dernières technologies de pointe, ainsi que les dernières nouveautés du développement de la toile en Chine et dans le monde. Ce mercredi est célébrée la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Le 31 octobre 2003, l'Assemblée générale des Nations unies a ratifié la Convention des Nations unies contre la corruption. Plus tard, l'Assemblée a désigné le 9 décembre Journée internationale de la lutte contre la corruption afin de sensibiliser à ce problème. En tant qu'État signataire de la Convention, la Chine a pris des mesures concrètes pour lutter contre la corruption au cours de la dernière décennie. Dès la fin de novembre 2015, l'opération Skynet chinoise a permis d'appréhender 800 fonctionnaires corrompus qui ont fui à l'étranger, récupéré 1,2 milliard de yuans, soit 180 millions de dollars. L'opération a permis de freiner l'ardeur des fonctionnaires corrompus. Un nombre croissant de pays ont activement coopéré avec la Chine et déclaré qu'ils ne protégeraient pas ces criminels. Durant les rencontres internationales, nous utilisons les mots tigre et mouche pour qualifier la chasse aux corrompus. Tout le monde peut comprendre. Nous n'avons même pas besoin d'expliquer ces mots. Ils disent que les mesures de lutte contre la corruption en Chine ont créé un parcours avec des caractéristiques chinoises. Notre expérience s'avère précieuse pour la communauté internationale. Les tensions entre la Russie et la Turquie continuent de s'accentuer après les images d'un soldat russe brandissant un lance-roquette alors qu'il se trouvait sur un navire de guerre naviguant sur les eaux turques. La Turquie a convoqué l'ambassadeur russe et exprimé son indignation. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a qualifié ce geste de, je cite, provocation avérée. La Russie a dénoncé ces accusations qu'elle juge, je cite, inexplicables. Un porte-parole du ministère russe a déclaré que le navire avait traversé le détroit du Bosphore sans violer les conventions internationales. Par ailleurs, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement turc avait détenu et déporté des journalistes russes dans la province de Hatay, près de la frontière syrienne. Le ministère qualifie ces mesures d'inacceptables. Il s'est moqué de la Turquie en disant qu'elle avait peur que les journalistes ne révèlent les activités illégales du gouvernement turc aux frontières.
Le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu a déclaré mardi que la Russie avait attaqué des positions de l'organisation État islamique en Syrie avec des missiles calibre lancés par un sous-marin déployé en Méditerranée. Selon Shoigu, les missiles lancés depuis une position immergée visaient 2 cibles importantes de l'organisation État islamique. Shoigu a indiqué que c'était la première fois que de tels missiles étaient lancés par le sous-marin Rostov-sur-le-Don. Durant une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, Shoigu a déclaré que les objectifs étaient un entrepôt d'armes, une usine de mines ainsi qu'une infrastructure pétrolière. Le ministre russe a enfin ajouté qu'au cours des 3 derniers jours, l'aviation russe avait réalisé plus de 300 sorties depuis la base aérienne d'Ermemin en Syrie et visé plus de 600 cibles. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité en Chine. Tout d'abord, une pollution dense continue de frapper le nord de la Chine. 6 municipalités et provinces sont en alerte orange, seconde alerte plus élevée du système de pollution des 4 couleurs. Beijing, Tianjin et des parties de la province du Hebei connaissent le pire du smog. La visibilité dans le nord de Pékin et dans le sud de la province du Hebei est de moins de 200 mètres. Mardi, l'autorité municipale de Pékin a émis une alerte rouge pour la première fois, mettant en place une série de mesures d'urgence. Les écoles ont fermé mardi et la moitié des voitures de la capitale ont été interdites de circulation. L'alerte est à présent revue à la baisse en passant par l'alerte orange. Les mesures sont en place pendant 3 jours. Le taux de PM 2,5, des particules microscopiques qui pénètrent dans les poumons, sont au-dessus de 300 microgrammes par mètre cube mardi. Un grand front arrivera jeudi qui limitera l'impact de la forte pollution. De la nuit du vendredi à samedi, la condition de la diffusion atmosphérique sera pire. Le public doit se tenir prêt. Les fondamentaux économiques de la Chine sont peut-être encore faibles. Cela se reflète dans la baisse des prix à la sortie de l'usine et dans les chiffres moroses des exportations d'hier. Le seul élément positif est peut-être la demande intérieure, laquelle a poussé à la hausse des prix à la consommation en novembre par rapport à il y a 1 an. L'indice des prix à la consommation en Chine a légèrement augmenté en novembre. Cela s'est vu dans l'IPC qui a augmenté de 1,5% sur l'année, ce qui est un peu plus élevé que les prévisions du marché, mais les prix des producteurs ont été entraînés dans une déflation persistante. L'indice des prix des producteurs en Chine a chuté une nouvelle fois de presque 6%. C'est le 45e mois consécutif de baisse pour cet indice. Selon les analystes, cela signifie que les 6 séries d'assouplissement de Beijing n'ont pas été suffisantes pour faire revenir la dynamique de croissance. La stagnation pendant plus de 3 ans de la manufacture chinoise est une autre raison de la baisse des prix à la sortie de l'usine, tout comme la concurrence féroce qui se livre les plus petites compagnies en réduisant les prix de vente en gros pour garder la tête hors de l'eau. Les exportations chinoises ont chuté de 1,8% pendant les 3 premiers trimestres de cette année, mais certaines régions du pays font mieux que d'autres. Reportage dans une entreprise de Guangzhou qui connaît une hausse continue de ses exportations. C'est une usine qui produit des machines fabriquant des bouteilles en plastique de type boisson. Ces machines sont vendues dans le monde entier. Créée en 2002, l'entreprise est devenue la plus importante de Chine et la 2e plus grande dans le monde, avec des clients sur presque tous les continents. Les ventes ont atteint 15 millions de dollars américains cette année et les exportations de l'entreprise se sont accrues de 30%. Nous sommes une entreprise high-tech et c'est ça le cœur de notre compétitivité. Chaque année, nous réinvestissons 10% du produit de nos ventes dans la recherche et le développement afin de réduire l'écart qui existe entre nos machines et les produits les plus haut de gamme de la planète. Des entreprises comme celle-ci contribuent à la hausse des exportations dans la province du Guangdong. Pour l'entreprise, être high-tech, ce n'est pas vraiment suffisant. Le service après-vente est tout aussi important. Nous envoyons nos ingénieurs à l'étranger pour installer nos machines et pour apprendre à nos clients comment les utiliser ou les réparer. Les erreurs informatiques peuvent nous être transmises par la machine pour trouver des solutions en ligne. Il suffit de la brancher à Internet. L'entreprise prévoit une croissance d'au moins 20% l'an prochain et elle a déjà reçu des commandes en provenance d'Arabie Saoudite, de Turquie et d'Australie.
Une statue de Bouddha, vieille d'un millier d'années, actuellement en possession d'un collectionneur néerlandais, proviendrait en réalité du temple d'un village d'où elle aurait été dérobée. Les villageois de Yangchun, un village situé dans la province chinoise du Fujian, exigent son retour, mais les négociations s'avèrent délicates. Selon l'avocat qui défend les villageois, le propriétaire néerlandais propose 3 conditions pour le retour de leur statue. En premier lieu, qu'elle soit remise à un grand musée plutôt qu'au temple où elle se trouvait à l'origine. En second lieu, qu'ils reçoivent l'aide du département chinois des reliques culturelles pour se rendre en Chine afin d'étudier les gravures sur pierre. Et troisièmement, qu'ils reçoivent une forme de compensation dont il n'a pas encore spécifié la nature. La statue est celle d'un Bouddha vivant nommé Zhangong Zushe, un habitant local qui est devenu moine lorsqu'il était âgé d'une vingtaine d'années et qui s'est fait une réputation pour ses talents de guérisseur et pour avoir propagé la doctrine bouddhiste. À sa mort, son corps a été momifié et placé à l'intérieur de la statue. Depuis lors, il a été vénéré dans le temple du village. Après 8 mois de contacts patients, indirects et difficiles avec le collectionneur néerlandais, les villageois de Yangchun ont loué les services d'avocats dans l'espoir de récupérer la statue qu'ils revendiquent comme leur. Pour le moment, ils ont toujours l'espoir de régler ce différend par la médiation plutôt que par l'action judiciaire. Et pour ceux qui ont grandi sous des latitudes chaudes, l'hiver dans le nord peut s'avérer difficile à supporter malgré des vêtements de fourrure. Dans le nord de la Chine, 2 pandas géants passent ainsi leur premier hiver dans leur nouveau chez eux et tentent de s'acclimater aux rigueurs hivernales. Après avoir été déplacés en juillet de la chaude province du Sichuan, les pandas géants Meng Meng et Jia sont toujours en train d'essayer de s'accoutumer à leur nouveau domicile, la maison des pandas au parc des tigres sibériens, dans la province septentrionale chinoise du Jilin. Le mâle, âgé de 7 ans, et la femelle de 8 ans reçoivent un véritable traitement VIP. En plus des 40 kg de bambou affrétés par avion du Sichuan, de nombreux desserts leur sont fournis afin de s'assurer qu'ils soient suffisamment bien nourris. Et pour le moment, ils ont pris chacun 2 kilos. Habituellement, les pandas passent l'hiver au chaud, mais pour la première fois, la Chine les laisse au froid. Selon un expert, malgré le climat glacial, Jia et Meng Meng se portent bien. Leur état est normal et notamment leur poids et leurs habitudes alimentaires. Tout va bien. Jia et Meng Meng devraient séjourner dans la ville de Changchun encore 2 ans et demi. Les chercheurs espèrent une bonne nouvelle pour bientôt, des bébés pandas. Lorsqu'ils seront totalement accoutumés aux conditions climatiques d'ici, un projet sera lancé pour les aider à avoir une progéniture. Cela revêtra très certainement une profonde signification, à la fois pour la recherche scientifique et pour la science génétique. Avec toutes les bonnes choses qui les attendent, Meng Meng et Jia peuvent considérer l'hiver avec sérénité et se préparer à passer une joyeuse fin d'année. Et la Power Station of Art de Shanghai organise 3 expositions résultant d'une compétition. Son message est que les jeunes conservateurs peuvent avoir une large perspective internationale mais doivent rester prudents pour ne pas se cantonner à un cercle d'artistes. Explication. Les juges du musée ont sélectionné 3 équipes victorieuses sur plus d'une centaine de propositions et de jeunes conservateurs ont transformé leurs propositions en de véritables expositions. Résultat, les visiteurs peuvent voir davantage d'installations artistiques dans lesquelles s'engager et moins de plateformes traditionnelles telles que les peintures et autres photographies. Quand nous choisissons les artistes, nous sélectionnons ceux qui ont fait de véritables choses dans la vie, comme le véhicule écrasé et le restaurant de pâtes dans notre exposition. Tout cela s'est vraiment produit, ce ne sont pas uniquement des œuvres abstraites d'artistes. Un conservateur déclare que dans le secteur de l'art, à l'heure actuelle, les conservateurs doivent s'éloigner de leur zone de confort lorsqu'il s'agit de choisir les artistes. Je pense que les jeunes conservateurs doivent briser leur propre cercle, cette zone de confort, de certitude. Beaucoup d'entre eux choisissent fréquemment les travaux de leurs proches amis, artistes, et les expositions se ressemblent à chaque fois. Mon partenaire et moi-même avons atteint un accord selon lequel nous n'ajouterons pas trop de choses personnelles dans l'exposition. Nous ne sommes que des transporteurs d'artistes pour aider et faire venir de bonnes œuvres d'art dans un espace adapté. Je pense que les jeunes conservateurs aiment travailler dans leur réseau, mais les conservateurs plus âgés se concentrent davantage sur les bonnes œuvres d'art. C'est là la grande différence entre eux. Selon moi, c'est lié à l'âge et l'expérience.
Le directeur du musée déclare que la jeune génération de conservateurs a pour la plupart reçu une éducation à l'étranger et qu'ils ont une vision internationale élargie. La chose cruciale que les conservateurs ont besoin d'améliorer est de comment exécuter de façon pratique et de transformer leurs idées en une véritable exposition. Il est facile d'imaginer une exposition dans une galerie, mais lorsqu'il s'agit d'un musée, vous devez utiliser de façon appropriée l'espace. Il est sûr que vous allez rencontrer de nombreuses difficultés. Nous estimons que cette opportunité que le musée offre fournira une aide pour le développement à l'avenir. Je pense que dans l'industrie de l'art en Chine, la réputation et la popularité d'un artiste sont encore les éléments clés lorsque les conservateurs vont choisir des œuvres. Donc j'espère que davantage d'opportunités comme celle-ci se présenteront, car l'art a lui-même besoin de fraîcheur. Le directeur du musée indique également que la Chine a besoin d'organiser davantage de compétitions pour les jeunes conservateurs et pas que pour les jeunes artistes. Je pense que de trop nombreuses compétitions pour jeunes artistes vont entraîner une commercialisation trop précoce. Ce n'est pas une bonne chose pour l'industrie de l'art, car les jeunes artistes ont un long chemin à parcourir. Que peuvent-ils faire d'autre si leurs travaux ont été commercialisés et utilisés trop tôt dans leur phase de développement? C'est pourquoi nous avons choisi d'organiser une compétition pour les conservateurs, pour aider cette jeune génération. L'exposition dure jusqu'au 18 mars à la Power Station of Art de Shanghai, entrée gratuite. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet fr.cntv.cn. L'actualité continue dans 1h30. D'ici là, excellente suite de programmes.